bon sang, je milite pour qu'on garde ce contact humain, parce que un client, c'est pas un substantif, c'est une personne. N'oublions pas que derrière cette appellation un peu générique du client, il y a des individus avec un contexte particulier, professionnel, personnel, une journée, pardonne-moi l'expression, mais qui a pu être une journée de merde. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Le Client, le podcast qui parle d'expérience client avec franchise et générosité. Je suis Marine Deck, entrepreneur, fondatrice de Lougage et consultante. Chaque semaine, je reçois une personnalité qui dévoile son parcours, sa vision de la relation et de l'expérience client, mais aussi ses bonnes pratiques pour améliorer la satisfaction client. Avant de passer à l'épisode, je vous rappelle que si vous appréciez nos contenus, s'ils vous apportent quelque chose, et je l'espère, et je crois que c'est le cas vu vos commentaires, sachez qu'il y a plusieurs moyens de nous le faire savoir. 1. Vous pouvez vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Si votre plateforme est Apple Podcast, vous pouvez mettre 5 étoiles et un avis, ça nous aide beaucoup en référencement. Vous pouvez aussi désormais vous abonner à notre newsletter directement sur le site internet. Et vous pouvez partager le podcast autour de vous, commenter nos publications, parlez-en autour de vous, entre deux visios. Vraiment, ça nous aide aussi beaucoup. Il y a plusieurs choses qui nous aident beaucoup, mais comme ça, au moins, je suis sûre que vous ferez au moins peut-être une de ces actions. Et ce sera le meilleur de ma journée. Aujourd'hui, je suis ravie d'échanger avec Olivier Lazzarini, directeur commercial et marketing du Théâtre Mogador. Le Théâtre Mogador, c'est un lieu magique, une salle de spectacle, un lieu de vie. J'ai eu envie d'échanger avec Olivier parce que sa mission, c'est de créer une parenthèse enchantée pour les spectateurs qui réservent leur place, il faut le dire, longtemps à l'avance et consacrent, il faut aussi le dire, un certain budget à ce loisir. Avec Olivier, on a parlé de l'expérience client dans un lieu de vie, au sein d'un spectacle vivant, de leur démarche centrée client avant la crise sanitaire, pendant la crise sanitaire et enfin, demain, de quelle expérience client ils vont pouvoir proposer à la réouverture des théâtres. Je vous laisse découvrir ma conversation avec Olivier Lazzarini du Théâtre Mogador. Bonne écoute. Bonjour Olivier. Bonjour Marine. Comment tu vas ? Eh bien, du mieux qu'on puisse aller. Mais oui, j'espère quand même. Il faut maintenir le cap. Bon, alors dis-moi, Olivier, tu es directeur commercial et marketing chez Stage Entertainment, qui en France, du coup, détient le Théâtre Mogador. Tu m'arrêtes si je dis une bêtise. Je ne t'arrête pas. Est-ce que tu peux me raconter, s'il te plaît, en quoi consiste ton poste ? Alors, c'est un poste que j'ai pris il y a 5 ans. Et qui consiste à assurer la promotion et du lieu, le Théâtre Mogador, et qui est un lieu juste exceptionnel. C'est toi qui le dis, mais je partage ce sentiment. Et le spectacle qu'on y produit, puisqu'on a ce double statut d'être propriétaire d'un théâtre et producteur de spectacles, et donc en l'occurrence des comédies musicales, puisque c'est la marque de fabrique de notre groupe à l'international, et la France n'échappe pas à cette règle. Concrètement, c'est quoi votre vision de l'expérience client quand on détient un lieu de vie finalement ? Alors c'est un élément, c'est amusant parce qu'on parle de client. Alors nous on dit spectateur parce qu'on est dans le domaine de la culture, du spectacle. Je crois que le point de départ, c'est de se dire que, pour paraphraser un terme qu'on a beaucoup entendu, on n'est pas un bien essentiel, on n'est pas perçu comme essentiel. Il ne s'agit pas de se nourrir, de se loger, de s'habiller, on est du loisir. Alors la culture est indispensable, elle est essentielle pour chacun d'entre nous, mais les gens qui viennent ici, ils viennent dans un cadre un peu différent. Ils viennent parce qu'ils ont choisi de le faire. C'est parfois un choix irrationnel, c'est une envie, c'est une parenthèse enchantée. Et donc, plus peut-être que dans d'autres domaines, on se doit de faire en sorte que ce qu'on va appeler l'expérience, c'est des mots un peu galvaudés, mais en même temps qui veulent bien se traduire par quelque chose, soit parfaite ou le plus parfait possible, du moment où ils ont l'idée, qu'on va susciter bien sûr, jusqu'au moment où ils parlent du spectacle à leurs amis. Donc, c'est essentiel qu'on ait un lien direct avec ces personnes-là. C'est essentiel qu'on soit réactif, qu'on écoute leurs préoccupations. Même si c'est un plaisir,
on n'échappe pas à la règle des pain and gain, c'est-à-dire que le parcours client, pour reprendre des termes un peu marketing, il est fait aussi de moments chaotiques, et on a analysé tout ça en se disant, à partir du moment où on diffuse une information, le roi lion va être produit à Mogador, qu'est-ce qui se passe dans la tête de la personne? Où est-ce qu'il réserve ses billets? Comment il réserve ses billets? Est-ce qu'il vient seul ou est-ce qu'il vient plusieurs? Est-ce qu'il vient de loin ou est-ce qu'il est à proximité? Est-ce que il va pouvoir se garer à proximité? Est-ce qu'il vient en transport en commun, etc. Donc il y a vraiment un ensemble un faisceau de questionnements et on essaye par petites touches. Parfois, c'est pas entre nos mains, on peut pas agir directement sur les transports en commun, par exemple, mais on essaye par petites touches d'effacer les moments compliqués. Et à l'inverse, d'amplifier les moments de bonheur. Par exemple, et ça va faire un peu le lien aussi avec ton activité, euh, les gens, ils se préparent pour venir au spectacle. Il y a un côté un peu de sortie exceptionnelle. C'est un rituel en fait, il y a quelque chose. Il y a une dimension cérémoniale. Voilà. Exactement. Et d'ailleurs, c'est amusant parce que quand on les interroge, il y en a qui disent: ah, je regrette le temps où on venait habillé, pas endimanché, mais habillé. Et donc, bah ça, c'est un moment d'excitation. Donc, comment est-ce que nous, on rebondit là-dessus et comment est-ce qu'on peut proposer aux gens d'amplifier ces moments de bonheur qui a aussi pour effet de gommer les moments plus compliqués? Et c'est quoi les moments plus compliqués? Alors, les moments plus compliqués, c'est généralement la réservation quand on n'est pas seul à réserver pour soi et son conjoint, parce qu'on vient rarement au théâtre seul. Ouais. Dès qu'il faut regrouper des amis, de la famille, dès qu'il faut venir en groupe, parce que c'est une logistique, c'est l'aspect logistique. Comment j'arrive au théâtre, où est-ce que je me loge, où est-ce que je peux manger avant, après, est-ce que je vais avoir mon Uber, est-ce que la station de métro sera ouverte? J'arrive, j'ai un casque parce que je suis venu en scooter, qu'est-ce que j'en fais? Et puis alors là, dans le contexte qu'on connaît, bien sûr, il va y avoir tout le protocole sanitaire sur lequel il va falloir travailler et sur lequel on a bien sûr pris déjà les premières mesures, mais il va falloir qu'on apporte ces informations de façon, encore une fois, à gommer toutes ces interrogations qu'ont les spectateurs. Ils viennent ici pour se détendre, ils viennent ici pour se sortir de leur quotidien. Il faut à chaque moment qu'on évite de les replonger dans ce quotidien pénible. Ça me fait un peu penser au parcours d'un voyageur sur de l'aérien. Je trouve qu'il y a vraiment des similarités où, in fine, tu veux une escapade, tu veux un moment de plaisir, une parenthèse enchantée, comme tu dis, mais en amont, tu as toutes ces possibilités de pain points et tous ces paramètres, du coup, qui génèrent du stress, évidemment. Et il est du devoir de la compagnie aérienne ou de l'aéroport de gommer ces potentiels pain points. Il y a une multitude de possibilités et d'infimes détails qui sont à prendre en considération. Tu as totalement raison. Et alors, c'est anecdotique, mais j'ai profité du temps un peu plus libre que j'avais, là, compte tenu des circonstances, pour faire une formation en design thinking. Mhm. Et on avait un cas sur lequel travailler qui était l'aéroport de Schiphol, l'aéroport d'Amsterdam. Et il se trouve que je le connais bien puisque notre siège étant aux Pays-Bas, avant, quand on pouvait se déplacer, j'y allais régulièrement. Et c'est un aéroport qui apporte beaucoup de soins et d'attention au parcours client, à l'usager, à une exception près, et j'en suis malheureusement la première victime, c'est la connexion avec les trains, puisqu'il y a une gare à l'intérieur. Et là, je dois dire que si on ne parle pas hollandais, et là c'est une langue que je ne maîtrise pas, on est un peu paumé. Donc, quand j'ai travaillé sur le cas, je me suis mis dans la peau de l'individu client que j'étais, usager de Schiphol. Et tu peux me donner quelques chiffres sur le théâtre Mogador, s'il te plaît? Bien sûr. Alors, c'est 100 ans d'existence. On a fêté le centenaire en 2019, donc ça fait de nous une maison vénérable. Mais en même temps, c'est un des théâtres les plus modernes qui soit à Paris, puisqu'on a refait l'équipement en 2006 et 2016. C'est 1600 places, ce qui en fait l'une des plus grandes salles parisiennes pour un théâtre classique. On est en plein centre de Paris, puisqu'on est juste derrière les grands magasins. Et on accueille par saison, sur un unique spectacle, entre 270 000 et 350 000 spectateurs. Ce qui fait du spectacle que l'on produit
le plus gros spectacle de l'année à Paris. Ok, Voilà, waouh. pour te donner, on a reçu, je dirais 4 millions et demi de spectateurs depuis que Stage a repris le théâtre Mogador en 2005-2006. Et chaque année, dans nos théâtres, on reçoit 7 millions de spectateurs. Donc, pour revenir à notre point juste avant, c'est 7 millions de personnes qu'il faut satisfaire, dont il faut prendre soin, qui Mm. sont autant d'individus avec des cas particuliers, des gens qui viennent de loin, des gens qui ne parlent pas la langue, des gens qui ont des handicaps. Tout cet écosystème fait que se pencher sur la réalité du client, c'est bigrement intéressant. Et alors justement, qui sont vos clients? J'ai envie de dire tout le monde. Ouais. Tout le monde. Alors c'est bien sûr, ça dépend beaucoup de la programmation que nous avons. Mm. Il est évident quand on programme Le Roi Lion, spectacle universellement connu, qui a attiré plus de 100 millions de spectateurs partout dans le monde, qui est joué depuis 30 ans sans discontinuer à Broadway, avec l'interruption de la Covid, bien sûr. Mm. Euh, on n'a pas le même public que lorsqu'on fait Chicago, qui est un must de Broadway, mais qui est plus intimiste, qui est dans des accords jazzy. Donc finalement, on a des segments de population qui nous visitent qui sont très variés. Mm. Des familles, des gens pour qui c'est la sortie annuelle, des gens qui sont des fans de culture et qui vont remplir leur agenda de sorties théâtrales, de ballets, de concerts. Donc en fait, c'est vraiment tout le monde. Et puis, je disais, on est à plusieurs centaines de milliers de spectateurs par an. Donc forcément, on a des gens de Limoges, de Nice, on a des Suisses, on a des Allemands, on a des Hollandais, on a des hyper fans de comédie musicale qui veulent voir toutes les Mm. versions linguistiques de telle ou telle production. On a j'allais dire des doudingues, on a des gens qui viennent voir plusieurs dizaines de fois le même spectacle chez nous. Parce que Ah oui? oui, c'est une sensation que j'ai éprouvée moi-même. Le premier spectacle auquel j'ai eu la chance de participer ici, c'est Grise, et que j'ai vu 17 fois. Et quand ça s'est arrêté, je me suis dit, bon sang, j'aurai plus l'occasion de le revoir prochainement. Il y avait une troupe extraordinaire, c'est une effervescence, il y avait une espèce de joie communicative dans la salle, dans les coulisses, et j'en suis encore frustré. Et puis la chose s'est renouvelée avec Chicago, ça s'est renouvelé avec Ghost, qui en plus a été interrompu par la crise, et je sais que ça sera la même chose avec les prochaines productions. Mm. Et vous êtes combien aujourd'hui en France chez Stage? Alors on est une petite trentaine, c'est ce qu'on appelle les effectifs permanents. Ok. En fait, il y a la réalité du secteur culturel fait qu'on a des permanents, donc beaucoup en administratif, mais aussi en entretien des lieux, puisque quand on est propriétaire d'un théâtre où il y a plus de 1000 mètres carrés d'espace, c'est un entretien quotidien. Et puis on a les intermittents, Mm. des gens qui viennent pendant la période du spectacle. Alors ça commence par les artistes, ceux sur scène, les acteurs, mais aussi les musiciens, puisque on a vraiment, nous, c'est notre marque de fabrique, la volonté d'avoir toujours un orchestre live. Et puis tous ces merveilleux métiers que sont l'ingénierie son, l'ingénierie lumière, le costume, le maquillage. Et en période de spectacle, on va monter à 150 ou 200 personnes. D'accord. Et quels sont les choix justement que vous avez faits dans l'optique de réellement offrir cette parenthèse enchantée justement aux spectateurs? Tu parles de l'orchestre live. Voilà, moi j'imagine qu'il y a tellement de paramètres sur la lumière, l'acoustique, l'accueil, hein. Enfin, c'est vraiment un travail monstre. Et comment vous faites pour coordonner tout ça, pour gérer tout ça? Euh, Alors, tu as raison, c'est une variété de choses qui s'additionnent. Je crois que le premier point, c'est le lieu. Mmh. Et dans l'approche de Stage, qui détient une vingtaine de théâtres en Europe, le choix a toujours été de de jeter son dévolu sur des lieux emblématiques. Et que ce soit à Madrid, où on a deux théâtres sur Grande Via, donc l'artère, les Champs-Élysées de Madrid,
que ce soit Hambourg, où on a même un théâtre sur une île, que ce soit Utrecht, à proximité d'Amsterdam, que ce soit Milan, et comme Paris, on a choisi soit des théâtres classiques qui avaient vraiment un potentiel, une histoire, c'est le cas de Mogador, soit des bâtiments qu'on a construits nous-mêmes ou construits en partenariat avec les villes. Donc la première chose, c'est le lieu. Une fois qu'on a le lieu, c'est le confort du lieu. C'est-à-dire que quand Stage a repris le théâtre Mogador, ils ont diminué la jauge pour Ok. que les gens aient de la place. Et je crois qu'on peut s'enorgueillir d'avoir un des théâtres parisiens dans lequel on est le mieux assis, Hmm. avec des vrais fauteuils qu'on a complètement changé en 2016, avec de la place pour les jambes. Il n'y a rien de plus terrible que de devoir assister à 2 heures et demie de spectacle en ayant les jambes coincées, des fauteuils qui grincent, et tous les équipements qui vont avec. Ça paraît banal, hein, mais un vestiaire où on n'est pas à faire la queue, des toilettes en nombre suffisant pour notamment toilettes pour femmes, parce qu'on sait qu'il y a toujours des zones d'engorgement. Hmm. C'est un problème universel que tout le monde s'attache à résoudre. Donc suffisamment de toilettes, des toilettes qui sentent bon, qui sont entretenues. Ça paraît très trivial, hein. Euh, Oui, mais en fait, c'est... c'est Hmm, essentiel. C'est hmm, hmm. essentiel. Des bars, du personnel qui est formé, qui est souriant, une équipe stable au niveau du personnel, et puis, euh, et puis derrière, une qualité qu'on veut irréprochable dans le spectacle. Ça coûte cher. J'ai pas honte de le dire. Ça coûte cher de produire un spectacle comme ça, et donc ça coûte cher de se payer un billet, surtout quand on pense aux dépenses latérales, enfin additionnelles, le transport, la restauration, la garde des enfants et éventuellement, etc. Donc on ne peut pas, décevoir les gens. Bien sûr. On ne peut pas décevoir les gens. Ça veut dire que le son doit être irréprochable. Ça veut dire que la lumière, elle doit être portée au maximum. On innove constamment. On a été parmi les premiers à avoir des systèmes de black track, c'est-à-dire des puces qui sont placées sur les acteurs, qui font que les poursuites de lumière bougent automatiquement. On a mis en place un système de surtitrage également en anglais, parce qu'il y a des gens qui veulent retrouver les paroles originelles. On adapte, on traduit pas, on adapte les comédies musicales. C'est bien sûr tous les équipements PMR, C'est quoi les équipements PMR? c'est-à-dire les rampes pour les personnes en fauteuil. Ah oui, ok. C'est l'accueil des chiens d'aveugles pour les personnes qui veulent venir et qui ont besoin de cette assistance. C'est Hmm. des fauteuils démontables pour que les sièges puissent venir. C'est des réhausseurs. Enfin, voilà, c'est une foultitude de détails. Et puis, on a la chance d'avoir une équipe qui est en charge de tout ça, qui fait son boulot, qui se pose tous les jours la question de qu'est-ce qu'on peut faire de mieux. On parlait tout à l'heure du casse-tête que c'est de venir à plusieurs. On a réfléchi à comment on peut faciliter le paiement. Donc, on a mis en place avec une start-up que tu as interviewé, qui est Pledge, Hmm. le paiement à plusieurs. Oui. On s'est dit, tiens, on est une bande de copains et puis on a envie de faire un cadeau et d'aller tous ensemble à un spectacle. Ben, on se met à 4, on paye le prix de 5 places. Et c'est transparent pour celui qui bénéficie de la 5e place. Voilà, c'est ces petites choses qui sont indispensables. Ouais. Parce que ce qui est intéressant, en fait, c'est que tu maîtrises, entre guillemets, quasiment l'entièreté de ta chaîne de valeur. Parce que du coup, tu es propriétaire du lieu, tu produis le spectacle, donc tu maîtrises énormément de paramètres. Voilà. De quoi es-tu le plus fier en termes d'expérience client? Euh, le plus fier, je pense que c'est la traduction dans les commentaires après le spectacle, et dans les enquêtes qu'on peut faire en sortie de salle, de l'attente qui a été euh, récompensée. C'est-à-dire que les gens qui ont parfois pris leur place très en amont, encore plus là dans la période qu'on connaît, de se dire
Oui, bah, ça y est, c'est ce que je voulais et je vais peut-être revenir ou je vais en parler autour de moi. Et ça, on a des témoignages. euh, et encore une fois, je parlais de cette trivialité de certaines choses, mais les gens parfois s'attachent à ces détails en disant j'ai été très très bien accueilli au bar. On m'a servi ma coupe de champagne euh, et je pense que si je devais prendre une anecdote, un jour je reçois une demande d'un spectateur israélien qui me dit je dois venir à Paris, assister à Chicago chez vous. Et je viens avec ma compagne et qui est actrice et j'aimerais euh, pouvoir monter sur scène. Je dois profiter de ce voyage à Paris pour la demander en mariage. Et alors c'est très exceptionnel, hein, on ne peut pas se permettre de le faire. Bah, il n'est pas monté sur scène pendant le Non, spectacle, quand même. mais à la fin, on lui a réservé la scène, Ah c'est-à-dire oui. que on lui avait donné la consigne de rester assis à sa place alors que les autres spectateurs sortaient. Il y a Hmm. une hôtesse qui est venue les chercher, qui les a priés de venir, de la suivre, qui les a emmenés sur scène. On avait prévu 2 coupes de champagne et il a pu faire sa demande sur scène à Mogador. Eh Voilà. ben, dis donc. Et c'était extraordinaire comme moment, Hmm, très hmm. chargé d'émotions. Et voilà. Et puis c'est aussi le bonheur de voir la troupe pour la première fois sur place à la fin Hmm. du spectacle et d'avoir une standing ovation. Enfin voilà, c'est tous ces moments qui sont fabuleux. Mais on a la chance, on est dans un domaine qui porte naturellement ce genre de moments. Hmm. Ouais, l'émotion. Et en même temps, je disais, tu maîtrises entièrement ta chaîne de valeur, mais tu as les revendeurs. Mais ceux-là, tu ne les maîtrises pas forcément. Alors au final, comment se répartit ton business au niveau des réservations? Alors, donc on vend nous-mêmes hein, en direct. Hmm. Donc là, on maîtrise une large partie du processus. Mais bien sûr, on a des partenaires revendeurs. Les plus connus, Fnac, Carrefour Spectacle, Ticketmaster, Ticketak, enfin, etc., Billets Réduc, etc. On communique quasi quotidiennement avec eux. On travaille, on élabore avec eux les plans de communication, on leur fournit des outils le plus possible, on échange, on met à plat les éventuels soucis qu'on peut avoir, litiges, et on s'évertue de les résoudre du mieux possible. Parce qu'il y a des cas très particuliers, il y a parfois des cas tragiques, et encore une fois, la période actuelle nous conduit à ce type de cas. Maintenant, on ne maîtrise pas 100%. Hmm. Un centre d'appel défaillant, une réponse erronée, oui, ça fait partie de la vie et on essaye de toujours réparer ce qui a pu contrarier la visite ou l'expérience d'un spectateur. Hmm. Et alors, je veux pas remuer le couteau dans la plaie, mais concrètement, qu'est-ce qui se passe lors de la crise sanitaire? Tout le monde a réservé ses billets en avance, évidemment, et là, malheureusement, la représentation ne peut pas avoir lieu. Qu'est-ce qui se passe au théâtre Mogador? Euh, D'abord, c'est assez inhabituel dans cette ampleur-là, mais il se trouve qu'on avait eu en 2016 un, un incident au théâtre qui nous avait empêché de jouer. C'était le Fantôme de l'Opéra qui était programmé, voilà, Ok. et on a dû annuler les représentations et on a fait une année blanche. Donc, ce phénomène d'annulation, de remboursement, d'écoute des problématiques des spectateurs. On l'a déjà eu en 2016. Et donc, je ne vais pas dire que ça a fait office de répétition, parce qu'on serait bien passé d'avoir une crise telle qu'on l'a aujourd'hui. Mais en tout cas, on était rodés. Les équipes d'accueil, le plateau téléphonique, les équipes à tout niveau prêtes à répondre. C'est internalisé chez toi? Alors c'est internalisé et externalisé, c'est-à-dire qu'on est en partenariat avec une société
Mhm. qui est notre partenaire sur l'ensemble des pays où on est opérateur. Et donc, on va dire qu'il y a une espèce d'intimité entre eux et nous, qui fait qu'on se connaît bien, ils nous connaissent par cœur, ils gèrent tous les flux de billetterie, le plateau téléphonique, et puis mon équipe aussi est toujours disponible pour répondre, bien sûr. On a été pris de court, hein, parce qu'on s'attendait pas à cette crise. J'en parlais avec mon équipe il y a peu en disant, vous vous souvenez du côté de janvier 2020 quand on plaisantait en se touchant le bout du pied à l'image de ce qu'on voyait sur les vidéos des Chinois et puis bien naïfs que nous étions, on pensait un peu comme le nuage de Tchernobyl que ça s'arrêterait aux frontières et non. Et un an et demi plus tard, on a sans doute fait des choses inappropriées qu'on s'évertue de corriger. Mais quand on a 70 000 personnes qui s'apprêtent à venir voir le spectacle et qu'il faut leur dire désolé, il faut trouver les mots justes, il faut trouver surtout euh, le protocole d'accompagnement pour que ces gens qui ont investi de l'argent, qui ont envie de venir, ne soient pas euh, laissés à l'abandon et comprennent tous les cas de figure en considération. Donc, on se passe tous les scénarios possibles. Voilà, je suis un père de famille. Je venais avec de Tours avec ma femme, ma belle-mère, mes deux enfants. Qu'est-ce qui se passe qu'est-ce que le théâtre peut faire pour moi? J'ai un empêchement sur la nouvelle date qu'on me propose. Comment ça se passe? Je j'ai eu un avoir, mais je comprends pas bien sur quelle séance je peux le mettre. Euh, Chez Ticketmaster, on m'a proposé un remboursement, mais mon ami à la Fnac, on lui a proposé un avoir. Pourquoi? Enfin, tous ces cas de figure. Donc, on se met vraiment dans les pompes de l'individu spectateur et on se pose les questions, on se fait des challenges en interne, on se pose les questions. Quel est le cas le plus tordu auquel on puisse être confronté enfin, je dis tordu, casse-tête, on va dire, parce Ouais, mais que inattendu en fait. voilà, casse-tête, parce que pour l'individu concerné, pour le spectateur concerné, pour lui, il ne voit que ça. Hmm. Il ne voit que ça. Voilà, là, récemment, j'ai dû traiter le cas d'une dame qui a accouché de triplé et qui me dit ça va être compliqué de venir au théâtre compte tenu de mon nouveau Olivier statut. va garder vos enfants, ne vous inquiétez pas. Mais tu sais que même ça, on y réfléchit hein, en se Mais disant bien sûr. est-ce qu'il ne faut pas qu'on s'associe à une société de crèche, garderie enfin, tout ça fait vraiment partie de nos réflexions. Quand on a été empêché en 2016 de jouer, on s'est même dit est-ce qu'on peut pas se mettre au service d'autres? Est-ce que le vestiaire pourrait pas servir euh, de consigne Hmm. pour les gens qui sont dans le quartier et notamment les touristes asiatiques qui font leurs courses et qui peuvent pas forcément déposer leurs achats et qui n'ont pas envie de se trimballer d'un grand magasin à un autre. On s'est dit pourquoi est-ce qu'on ferait pas consigne? Donc un peu enfin, un peu comme toi, finalement, on se pose toutes les questions de qu'est-ce qu'on peut faire pour rendre les gens ouais, moins anxieux, Hmm. surtout dans des moments de plaisir que sont le spectacle, le shopping, d'aller se restaurer, de se retrouver entre amis. Ouais. Eh ben, écoute, il y a plein de ramifications. Et tu disais que peut-être parfois vous aviez été inapproprié. Pourquoi tu dis ça? Parce que on a beau passer tous les cas de figure auxquels on pense en revue, il y a forcément un cas qui nous échappe. Euh, et, et, euh, et puis on a un cadre légal qui s'impose à nous et parfois on est pris entre le désir commercial de faire plaisir à tel ou tel spectateur ou de répondre en tout cas à sa préoccupation et un cadre légal qui nous empêche de le faire. Et c'est compliqué d'expliquer, par exemple, que il y a une ordonnance qui a été éditée par les autorités qui permet de proposer des avoirs, qui est aussi pour préserver le secteur culturel. Mhm. Bon, bah,
comment expliquer que on a choisi de proposer un avoir alors que la personne dit ben, je veux récupérer mes 200 euros. Et il faut pas qu'on soit entêté, faut qu'on trouve des solutions, faut qu'on soit créatif. J'adore dire aux gens du juridique, soyez créatifs. Je garde ça de mon expérience avec McDonald's où on avait une directrice juridique qui avait été bien informée puisque elle disait je vais vous trouver une solution. Et voilà, grand sens aussi du service client. Ok. Et alors, comment tu fais pour répondre de façon créative à quelqu'un qui veut un remboursement au lieu d'un avoir? Ben, on pose les choses à plat, on regarde techniquement ce qui est faisable et puis on traite le dossier individuellement jusqu'à son terme. On essaye, alors ça, en plus ça dépend si c'est quelqu'un qu'on a en direct sur notre réseau ou si c'est quelqu'un qui est passé par un réseau tiers, parce que tout le monde ne comprend pas parfois qu'il y a des intermédiaires, que l'intermédiaire n'a pas les mains libres. Je veux aussi saluer tous nos partenaires revendeurs parce que ils ont bien sûr notre spectacle à gérer, mais en l'occurrence, là, ils ont des dizaines de milliers de spectacles et de représentations à gérer. Donc, le problème de Madame Untel ou de Monsieur Untel au Théâtre Mogador, il est multiplié par X sur toutes les salles et tous les spectacles. Il faut savoir qu'à Paris, il y a entre 350 et 400 levées de rideaux par soir habituellement. Par soir. Ce qui fait de Paris une des places les plus riches en termes de spectacles. C'est vrai. Je me mets à la place de nos petits camarades de la FNAC, de Billets Réduc, de Ticketmaster. Bon, il y a le Roi Lion et Mogador, mais il y a tous nos confrères et consoeurs, et ça multiplie par un chiffre astronomique le nombre de cas précis. Et c'est quoi le modèle économique avec ces revendeurs-là, pardon? Parce que, en fait, est-ce qu'ils ont leur propre politique d'indemnisation parce qu'ils sont propriétaires des places qu'ils ont vendues? Enfin, j'imagine qu'il y a un méli-mélo de Oui, ça. c'est un mix. C'est un mix. En fait, on leur alloue des quotas, mais après, ils sont maîtres chez eux. C'est-à-dire que nous, on a des CGV, mais ils ont leur propre CGV. Et à partir du moment où un client est client de tel ou tel canal, nous, si c'est pas un client qu'on a en direct, on peut discuter, on peut suggérer, on peut inciter à, mais on peut certainement pas imposer. Et réciproquement. Et alors, du coup, pendant cette crise sanitaire qui n'est pas terminée, qu'est-ce que vous faites pour les clients? Donc, au-delà de traiter un afflux considérable de demandes de remboursement, de génération de stress, c'est vrai que, voilà, c'est OK, fine, on sait que jusqu'à telle date, c'est pas possible, mais nous, on a réservé pour 15 jours après. Donc, est-ce que vous pensez que ça allait être possible? Du coup, tu dois compenser énormément de choses. Il y a ceux qui ont réservé pendant la date où c'est vraiment fermé. Et donc là, on sait que ce sera pas possible. Donc, remboursement à voir, comment est-ce qu'on les accompagne? Et après, absence de visibilité au final. Qu'est-ce qu'on dit aux futurs spectateurs? Alors, d'abord, on essaye de jamais perdre le fil avec eux. Donc, on communique, on poste des messages, on est assez actif sur les réseaux sociaux, euh, sans travestir la réalité, sans non plus nourrir de faux espoirs. On a choisi contrairement à d'autres salles, de pas faire trop de contenu qui serait mis en ligne parce que d'abord il faut que les gens gardent le plaisir, l'intérêt de venir en salle, qu'il y a une masse de contenu disponible. On l'a vu avec l'explosion des plateformes de streaming. On veut pas encore alimenter un peu plus, on veut préserver le spectacle vivant dans sa dimension vivante. On est convaincu que les deux sont complémentaires, ils ne s'excluent pas, mais on n'a pas voulu nourrir ce flux-là. Par contre, on a vraiment fait en sorte de garder le fil de communication avec eux. Tu parlais de fierté tout à l'heure, je ne sais pas si on peut parler de fierté, mais moi je reçois en tant que spectateur des messages de beaucoup de salles. Alors parfois c'est très impersonnel.
Nous sommes au regret de vous dire que basta. Parfois, c'est un peu incarné. Monsieur Untel, directeur du théâtre, s'adresse à vous et tu reçois un mail. Nous, on a voulu faire une vidéo et donc Laurent Bentata, Ouais, je l'ai regardé tout qui est à le l'heure. voilà, qui est le directeur du théâtre, s'est prêté au jeu, c'est-à-dire qu'on a dit Laurent, il faut se mettre à la place des spectateurs. Leurs boîtes mail sont inondées de messages. Il faut lire les messages, c'est tortueux parce qu'on leur dit si vous êtes client de faites ça, si vous êtes client de faites ça. Bon, nous on a voulu faire une vidéo très très humaine, très proche et que Laurent Bentata puisse s'adresser directement à eux sur scène, leur donner des perspectives, mais sans non plus promettre les grands soirs. Et alors on a eu un nombre de retours euh, extrêmement important et très positif sur ce message. Moi, j'avais le sentiment qu'il fallait personnaliser, incarner, parce que Théâtre Mogador, c'est une institution, mais derrière, c'est des femmes et c'est des hommes, et il faut faire percevoir ça. On a mis à contribution certains artistes qui ont bien voulu aussi se prêter au jeu, de faire des petites pastilles vidéo, pour dire, voilà, on vous attend, on sera là. On a un deuxième spectacle alors qui se jouera pas à Mogador, qui se jouera au Théâtre de Paris et on est en coproduction. Et même chose, on a aussi mis à contribution des artistes et puis on va continuer. Et alors, parce que tu dis que vous avez pris le parti de ne pas faire de contenu pendant les périodes de fermeture, mais il y a eu une expérience de son en 3D. Si. Ah, donc vous avez quand même fait quelque chose. Oui, mais alors il faut là, pas me cacher des choses, Olivier. non, j'ai triché un peu. J'ai triché un peu parce que cette expérience en son 3D, elle devait être une expérience au théâtre, une expérience additionnelle au théâtre. C'était avant la crise et on avait fait un travail euh, vraiment très très plaisant avec une société qui s'appelle Narrative, qui fait les parcours de visite, notamment de Vaux-le-Vicomte, et puis de tas d'autres lieux. Et donc on avait travaillé avec un scénario, on avait eu des vrais comédiens qui étaient venus enregistrer des bruitages, et ça devait être une expérience au théâtre. Bon, puis la crise est arrivée juste à ce moment-là, donc on s'est dit, bah, on va pas la garder pour nous. On a eu le soutien de la région Île-de-France aussi sur cette expérience, de partenaires comme sonvideo.com. Donc je voulais vraiment qu'on la garde pas dans les cartons. Donc effectivement, on l'a mise en ligne et on a eu plusieurs milliers de gens qui sont venus l'écouter. Mais il y aura une suite live une fois qu'on pourra accueillir de nouveau des gens en quantité suffisante dans des conditions sanitaires satisfaisantes. Ouais. Du coup, c'est quoi les prochaines étapes? Prochaine étape, il y a un calendrier qui nous a été donné Oui. par le président. Il faut qu'on explore ce que ça veut dire parce que il y a plusieurs étapes. Il est évident qu'il y a des données économiques qui rentrent en jeu. Une jauge à 35%, c'est pas viable. C'est quoi le panier moyen au théâtre Mogador ou le prix d'un billet moyen? Le prix moyen, il se situe aux alentours de 65 euros. D'accord. Mais comme je te disais tout à l'heure, on vient rarement seul, donc c'est au moins le double. On a des catégories qui vont d'une catégorie super or à une catégorie 4. Alors, je précise, on est un théâtre à l'anglaise, c'est-à-dire que tous les sièges sont face scène et il n'y a pas de gêne. Donc, toutes les places sont des places valables. Il n'y a pas genre, vous entendez juste ce qui se passe, mais vous voyez rien. Ou bon. Donc 35%, c'est pas viable. Non, 35% c'est pas viable, 50% c'est pas viable non plus parce que ça pourrait l'être sur certains spectacles, sur Le Roi Lion avec 55 artistes sur scène, avec un orchestre, avec 300 costumes. Enfin, c'est juste pas possible. Donc on va devoir jouer nous à pleine jauge. Okay. Aujourd'hui, je pense que la ministre de la Culture ne peut faire des annonces qu'à la hauteur de la maîtrise de la situation. Or, on espère tous que le 30 juin, une majorité d'entre nous sera vaccinée et qu'on aura cette pandémie derrière nous.
il y a encore trop d'incertitudes. Donc, la prochaine étape, c'est maintenant, c'est de surveiller l'évolution de la situation sanitaire, euh, de la possibilité pour nous de faire venir les artistes sud-africains, de pouvoir travailler avec les créatifs, les superviseurs créatifs américains et anglais, ce qui aujourd'hui est pas évident, puisqu'il y a des restrictions à l'entrée en Angleterre, il y a des restrictions à l'arrivée des artistes sud-africains en France. Donc, c'est surveiller aussi la progression de la vaccination, c'est travailler avec les instances représentatives du spectacle vivant et du théâtre privé sur des discussions avec le ministère. Euh, on l'a répété plusieurs fois, on a une chance quand même, hein, c'est que on peut dire tout ce qu'on veut sur la gestion de la crise, les discours. Il y a des faits. Et en France, le secteur de la culture, il a quand même été soutenu. Il est soutenu. Et je crois qu'il ne faut pas l'oublier. C'est pas le cas dans tous les pays. Et on est bien placé pour savoir que nos confrères ici et ailleurs ont été moins soutenus. Donc on a cette chance. Ça répond pas à toutes les problématiques. Je suis pas en train de dire que c'est presque confortable dans cette situation, bien loin de là. Il y a des tas de gens, des tas d'individus, des intermittents pour qui c'est pas évident, mais il y a quand même eu cet effort fait. Donc c'est un juste équilibre entre le soutien que nous donne le gouvernement et puis une fin programmée de ce soutien, parce que ça peut pas. Enfin, notre vocation n'est pas de vivre des soutiens. Non, évidemment. Elle est de produire un spectacle et d'accueillir des spectateurs et le plus tôt possible. Mais quand même de regarder dans quelle mesure on peut le faire. Et alors du coup, au niveau des réservations, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que le 30 novembre, vous avez rouvert la vente de billets pour le Roi Lion. Le 30 novembre, comment est-ce que ça a été perçu? Est-ce qu'il y a des gens qui ont réservé? Est-ce qu'ils se sont projetés? Oui. On Ok. a retrouvé 85% alors je parle que du canal qu'on gère nous en direct, mais qui représente plus de la moitié des ventes, donc c'est quand même significatif. Oui. Mais on a retrouvé 85% du niveau auquel on était avant la crise. Ok. Donc on a une très large majorité de gens qui s'est repositionné, alors parfois avec des dates un peu plus éloignées, parfois aux premières dates, parce qu'il y a des gens qui sont vraiment dans l'attente de revenir. Il y a des gens qui ont vu le Roi Lion, ils étaient enfants. Et ils vont le revenir peut-être en étant parents, donc c'est une fête pour eux. Donc on est très content. Et puis on a le delta entre les 85 et les 100%, c'est majoritairement des gens qui nous disent on va attendre un peu. On sera là, mais on va attendre un peu. Et puis, il y a quelques cas, très très peu en fait, tant mieux, de gens qui disent moi je suis désolé, mais je vais pas pouvoir garder mes billets, donc je vous demande exceptionnellement de me rembourser. Mais on parle de quelques pourcents. Et c'est financier, je pense. C'est financier, il y a des gens qui ont déménagé, il y a des gens qui se sont c'est vrai. séparés. On est confronté à la réalité, mais Mais ils vont retrouver quelqu'un. oui, mais voilà, dans l'immédiat, on a des gens qui ont pas C'est un supporté. nouveau service à lancer, ça, au Théâtre Mogador. Il faut faire le Tinder On y a du pensé, Théâtre on y a Mogador. pensé. Non, mais on a eu 2, 3 cas de gens qui disaient, j'avais acheté 2 billets pour mon conjoint et moi, ou ma fiancée et moi, et malheureusement, le confinement est passé par là-dessus, on s'est plus supporté. Donc aujourd'hui, j'ai des billets, mais je suis seul. Voilà. Et donc, bon, on n'est pas agence matrimoniale, donc on peut pas retrouver le compagnon idéal. Cela dit, on avait fait une étude client il y a 2 ans, et il y avait des gens qui disaient, moi dans mes pain points, mes amis ils aiment pas la comédie musicale, j'adore la comédie musicale, mais j'ai pas envie de venir tout seul. Qu'est-ce que vous pourriez faire pour que je puisse trouver des gens qui aiment la comédie musicale, que je connaisse pas, et avec qui je puisse venir? On y réfléchit. On y réfléchit. On n'a pas encore trouvé la bonne articulation, parce que on veut pas être sur un territoire de l'intime, mais de faire en sorte que les gens, pourquoi pas, puissent dire, un peu comme on dirait, je suis adepte du jogging, mais j'ai pas envie de courir tout seul comme un crétin, de dire
vous aimez la comédie musicale, vous avez personne à qui venir, on comprend, vous n'avez pas envie de venir tout seul, vous allez être tout seul dans votre fauteuil, on va réfléchir à ça. Oui, bah, le plus simple, comme pour les coureurs, hein, c'est de faire un groupe Facebook et que les gens viennent se parler dessus. C'est faire matcher les gens en fonction des affinités. Ils le font, mais est-ce que nous, on n'a pas un rôle à jouer en tant que Théâtre Mogador? Je comprends. Est-ce qu'il ne faut pas avoir une espèce d'espace réservé pour dire, ben, ouais, il y a un groupe de 5 personnes qui vient, ils sont prêts à Oui, les accueillir un mettre à sixième, côté, en fait. par exemple. Par exemple, ou voir avec les restaurants du quartier si on peut pas créer des moments avant pour que les gens se retrouvent, fassent connaissance, et puis, enfin voilà, on a un petit peu de temps pour réfléchir, donc on pense à ça aussi. Mais oui, oui, c'est sûr. Et concrètement, en novembre, il y a des réservations et avec les récentes annonces, donc là, on est en mai 2021, qu'est-ce qu'il se passe? Alors depuis les annonces, on a un boom des ventes. Mmh. C'est-à-dire qu'on vend en 24-48 heures ce qu'on vendait en une semaine. Au début, en novembre ou avant la crise sanitaire? Là, il y a quelques semaines en arrière, avant les annonces. Donc, les gens sont très très sensibles au discours qui donne des indices bah, avec ce calendrier de rouverture des lieux culturels, les gens se sont dit ça y est. Donc on a ce boom de réservation, tant mieux, qui se projette plutôt sur les premières dates, donc septembre, octobre, novembre. Effectivement, c'est un signe d'abord de l'appétence du spectacle, de l'envie de retourner dans les salles. Voilà. Et donc il Mmh. faut. Tu as douté à un moment que les gens aient envie de revenir? Non, non. OK. Euh, on sait qu'il y a des gens qui vont pas venir. Il y a des gens qui ont pris l'habitude de rester dans leur canapé face à un écran. Et il y a une telle offre, enfin que voilà, avec les plateformes de streaming dont on parlait il y a quelques instants, on est tous plus ou moins adeptes de séries télé, on est tous plus ou moins accros. Bah, je pense qu'on a pris une piqûre de plus. Il y a des gens qui sont anxieux de prendre le train, de prendre l'avion, de prendre les transports en commun. Donc oui, il y a une frange de personnes qu'on perd. Mais inversement, il y a des gens qui se projetaient pas forcément de venir voir un spectacle, qui disent tout d'un coup, ouais, j'ai très envie, donc je vais, allez, j'ai économisé, j'ai épargné, je me suis privé de sorties restaurants, de concerts et autres, et je vais aller dans les salles. Et il y a eu le même phénomène. Alors le comparatif, bien sûr, est délicat, mais souvenons-nous qu'en 2015, après les attentats, bien sûr, et l'épisode monstrueux du Bataclan, les gens s'interrogeaient sur le fait de retourner en salle. Il y avait une très belle initiative d'ailleurs à laquelle Mogador avait participé, j'étais pas là à l'époque, donc je peux en parler sereinement, qui s'appelait Ma place est dans la salle, et tous les spectacles avaient remplacé le titre du spectacle par Ma place est dans la salle. Mmh. Effectivement, pendant quelques semaines, après les attentats, les salles étaient vides, ou en tout cas bien moins remplies, mais c'est revenu. En fait, il y a un principe vital qui est plus fort, et les gens sont retournés en terrasse dans les restaurants, sont retournés voir des spectacles, sont retournés voir des concerts, et c'est pour ça aussi, et je boucle un peu sur notre sujet, mais c'est pour ça aussi qu'on ne peut pas les décevoir, parce que les gens qui auront surmonté leur anxiété, qui auront surmonté le traumatisme parfois que ça représente, pour venir, on se doit de leur donner le meilleur. C'est-à-dire du moment où ils attendent dans la rue pour passer la sécurité jusqu'au moment où ils vont s'asseoir dans la salle pendant le spectacle, l'entracte, partir du théâtre, parler du spectacle, on se doit de leur donner le meilleur. Nous, on a pour principe, quand quelqu'un réserve un billet, on lui envoie une lettre pour le remercier, bien sûr, pour lui rappeler les conditions de sa venue. Le jour même, on lui dit, voilà, le grand jour est arrivé. Et puis surtout, après, on le remercie. Donc on lui renvoie une lettre, et puis on lui donne Une quelques. lettre, c'est un email, tu veux C'est un dire? email, oui, oui, une newsletter, et on le remercie, et puis on essaye de lui apporter
euh, du contenu, de faire en sorte que ces souvenirs, il les, il les garde et ils soient encore plus beaux. Donc voilà, s'il a pris des photos, photocall, enfin, s'il a rencontré éventuellement des artistes, s'il s'est pris en photo devant la salle, on essaye d'accompagner tout ça. On avait proposé des photos à 360 degrés pour les groupes sur Grise. On a fait des after shows aussi sur certains spectacles, c'est-à-dire dire aux gens, bah, prolongez la magie, restez avec nous, et puis pour quelques centaines d'entre vous, participer à un after show. Donc on avait fait un karaoké géant sur Grise, on avait fait une initiation au twist acrobatique sur Chicago. Et c'est le genre de choses qui marquent les esprits et les gens disent ouais, j'en ai vraiment pris plein les yeux, j'en ai pour mon argent. Mm. C'est ça finalement, hein, la préoccupation du spectateur et du souci qu'on apporte, c'est de c'est non pas seulement de ne pas décevoir ses attentes, mais d'aller un peu au-delà. C'est un très bel engagement que je ne peux que féliciter. Et qu'est-ce qui t'énerve le plus en termes d'expérience client? Alors, c'est pas forcément au sein du théâtre Mogador, hein, mais là où tu te dis vraiment, c'est pas possible. L'absence de réponse. C'est-à-dire que, ou l'incapacité de parler à quelqu'un. Je comprends qu'on est à l'ère digitale, je comprends qu'aujourd'hui, à travers des applications, à travers nos ordinateurs, tout soit automatisé, mais rien ne remplace le contact humain. Euh, Oui, mais du coup, toi, tu es dans le spectacle vivant, donc tu prônes l'humain à 3000%. Oui, mais toi comme moi, on est des consommateurs de services, qu'est-ce qu'il y a de plus énervant que d'avoir affaire à un répondeur téléphonique. Enfin, il y a eu des tas de sketchs là-dessus, taper 1, taper 3, taper 2, réécouter le menu. Enfin, c'est insupportable, insupportable. Moi, j'ai eu une expérience avec un opérateur téléphonique il y a peu. Euh, en l'occurrence Orange, citons-les, puisque j'ai eu un service client qui m'a répondu sans me faire attendre 25 minutes, avec quelqu'un qui a dit je comprends votre souci, j'ai essayé d'apporter des solutions, qui m'a trouvé une solution, un palliatif, c'est pas la solution définitive, mais au moins un palliatif, qui a été créatif, qui est venu avec une proposition commerciale. Voilà, que ce soit dans la banque, que ce soit dans les opérateurs téléphoniques, que ce soit dans l'aérien que tu citais tout à l'heure, que ce soit dans les magasins, enfin, si on veut garder une dimension incarnée, il faut que cette incarnation elle ait un sens. Il y a beaucoup de sujets sur le retail parce que là on parle du spectacle, mais enfin le retail a été mis aussi à rude épreuve et tous mes amis qui travaillent dans le retail se reconnaîtront. Aujourd'hui, oui, on peut acheter en ligne, mais rien ne vaut, quand c'est bien fait, le conseil d'une vendeuse, d'un vendeur. Rien ne vaut le sourire de la personne qui accueille à l'entrée. Alors, il ne faut pas que ce soit trop intrusif à la mode américaine, parce ils sont payés au résultat, mais rien ne vaut ça. Rien ne vaut la relation incarnée. Et c'est pas parce que je suis dans le spectacle vivant, parce que j'ai toujours vécu ça. Voilà, quand j'étais en édition, bah oui, aller chez les libraires, c'est un plaisir. On l'a vu avec la crise à quel point les gens disaient mais moi je veux aller chez mon libraire, j'ai besoin qu'il me conseille, j'ai besoin de toucher le produit. Je ne suis pas en train de faire machine arrière et alors certes mon âge avancé fait que j'appartiens peut-être à une autre époque, mais je suis consommateur des services digitaux comme tout le monde et j'y trouve un confort, bien entendu. Mais bon sang, je milite pour qu'on garde ce contact humain parce que un client, c'est pas un substantif, c'est une personne. N'oublions pas que derrière cette appellation un peu générique du client, il y a des individus avec un contexte particulier, professionnel, personnel, une journée, pardonne-moi l'expression, mais qui a pu être une journée de merde, ou au contraire une journée pleine de dynamique et on n'a pas le droit de doucher cette dynamique, de la perturber. Donc voilà, ce qui m'énerve le plus, c'est l'absence de réponse, c'est-à-dire qu'on ne traite pas le cas particulier de quelqu'un. Sinon, il faut faire un autre métier. Enfin, le client, c'est quand même ce qu'il y a de plus précieux. Donc, si on ne le traite pas convenablement, bah, on s'expose au risque de le perdre.
c'est tellement évident. C'est pas une vache à lait, hein. C'est avant tout, Oui, mais c'est tellement évident. Moi, je me satisfais des fois un peu avec un air moqueur de certains, certaines qui ont oublié l'importance de leurs clients, qui pensent que c'est un acquis. Eh bien, au vu de la situation, je me dis que pour parfois, bah, c'est bien fait pour leur gueule. mmh. Mais tu vois, je vais encore, faire référence à une expérience que tu comprendras. Et il m'est arrivé d'intervenir dans des écoles en tant que professeur. Eh bien, j'ai toujours considéré que ma, ma, mon activité en tant que professeur, elle n'est pas juste de venir de déployer 1000 slides de PowerPoint devant un parterre qui n'a rien à dire, mais de me mettre au service, de discuter, de suivre certaines personnes au-delà, de partager mon expérience, d'écouter aussi, parce que je me suis aussi nourri d'observations des étudiants. Alors, c'est pas des clients, mais c'est quand même un peu. Oui, oui, parce que du coup, pour celles et ceux qui nous écoutent, Olivier était mon professeur en master, en M1, M2, les 2, les 2. En M2, je crois. OK, en M2. Donc c'était, il était mon prof, sur, une des matières en market qu'on avait. Voilà. Exactement, exactement. Et je pense qu'Olivier, enfin, c'est pas je pense, j'en suis certaine, Olivier est le seul, enfin, il y en a un autre, Sébastien Loctin aussi, avec qui j'avais gardé contact. Mais c'est vrai qu'il y a, je pense, historiquement, dans notre façon de consommer le contenu à l'école, une absence de lien et c'est compliqué parce que on nous a souvent positionnés comme étant des gamins et c'est rare d'avoir des personnes en face de soi qui nous ont considérés, qui nous considèrent comme des adultes, qui échangent avec nous. Et Olivier, tu fais partie de ces personnes qui ont maintenu le lien, notamment via LinkedIn, et c'est ce qui nous amène aujourd'hui à discuter ensemble sur le client. Non, non, franchement, bravo, parce que des personnalités comme toi dans le corps enseignant, elles sont malheureusement trop rares. Oh, je sais pas si je suis de cette rareté. En tout cas, aujourd'hui, on a noué, nous, au Théâtre Mogador, des partenariats avec des écoles. On fait Ouais, travailler des étudiants. Là, actuellement, je travaille avec un groupe de 4 étudiants de l'ISCOM. Et ils ont eu des idées tellement sympas qu'on va travailler avec nos agences pour les mettre en œuvre. Et je crois qu'il faut aussi réfléchir que euh, c'est un chemin à double sens, c'est pas à voie unique. mm, mm. Voilà. Donc moi je suis très attaché à cette réciprocité parce que tout ce qu'on peut faire à destination d'un public final, client, spectateur, appelons-les comme on veut, euh, euh, même sans le calculer, on a quelque chose en retour. Une autre anecdote, on a lancé il y a quelque temps une opération qui s'appelle Fauteuil parrainé, où on Oui, propose aux gens de nous soutenir en contribuant financièrement et puis d'inscrire leur nom pour une durée variable sur les fauteuils du théâtre. C'est quelque chose qu'on n'a pas inventé, hein, qui se fait dans d'autres institutions. C'est très développé dans les pays anglo-saxons. Et un jour, j'ai eu un monsieur qui m'a appelé, qui m'a dit, voilà, je suis très embêté, je voulais venir au spectacle, le report m'empêche de garder mes places. Bon, j'en ai pour X euros, enfin plusieurs centaines d'euros. Bon, j'ai écouté et puis on l'a remboursé. Eh bien, cette personne a investi sur notre opération fauteuil parrainé 4 fois le montant de sa commande en billets. Donc, j'ai pas calculé, je me suis pas dit au moment où j'ai décidé de rembourser, je vais avoir un bénéfice si ce n'est de satisfaire une demande exprimée. Mais ben voilà, on a eu un retour. Donc on est bien sur cette réciprocité. Et nous, on demande aux spectateurs d'investir de l'argent. Alors, on leur donne un spectacle, mais encore une fois, il faut que ce soit à la hauteur de leur investissement. mm. Ben, c'est une très belle histoire et un très bel exemple, Olivier. Merci. Et ben du coup, j'ai l'impression qu'on a déjà court-circuité mes 3 dernières questions, plus ou moins, mais tu vas me dire si tu veux qu'on raccroche les wagons. Quel est ton meilleur souvenir d'expérience client?
Mon meilleur souvenir d'expérience client, il faut que je remonte il y a quelques années en arrière. C'est quand je travaillais pour McDonald's. Euh, on avait monté le jeu Monopoly qui en 97 et on a reçu une lettre en braille d'un client. Donc, on a demandé bien sûr à un spécialiste de nous transcrire. Et puis j'ai demandé à ce même spécialiste de répondre également en braille, bien sûr. Et j'ai reçu une très très belle lettre de, de l'enfant de la personne qui m'avait écrit en braille, euh, disant que ce niveau de considération l'avait ému. Et voilà, ça c'est, on remonte, je crois, à l'année 97 ou 98, mais c'est vraiment un très très beau souvenir, très très beau souvenir. Hmm. C'est une petite chose, hein, mais Bah, oui, mais quand même, hein. c'est tellement important. Mais je pense qu'à l'époque, on n'était pas, on parlait pas du moins d'être autant inclusif dans notre relation client. Non, c'est vrai. C'est vrai que tous ces sujets de diversité et d'inclusion qui semblent être aujourd'hui légitimement hein, des sujets sur le devant de la table, à l'époque, nous, c'était presque une seconde nature. Et alors, quel est ton pire souvenir? Ah, dont je suis fautif Tu ou peux te que j'ai dénoncer subi? ici même sur le client, Olivier. Vas-y, vas-y, hein, tu fais ce que tu veux. Mon pire souvenir. Comme ça, j'en trouve pas. J'en ai quand même quelques-uns, mais je pense que ça doit être à l'époque où je travaillais dans le jouet, de ne pas avoir pu honorer des commandes sur un jouet très attendu à Noël et d'avoir eu des lettres de clients qui disaient j'ai pas pu offrir l'Action Man que je voulais et d'avoir quelques lettres de gens moi j'ai pas pu trouver l'Action Man que je voulais et c'était pas un bon Noël. Bon, Voilà. bah écoute. Et alors, dis-moi, pour terminer, qui est-ce que tu aimerais entendre parler d'expérience client et de relation client sur le client? Qui est-ce que j'aimerais entendre parler hmm. J'aimerais bien entendre parler quelqu'un d'un restaurant qui a pignon sur rue. Mhm. Soit un grand restaurant, enfin un grand restaurant au sens un peu étoilé, soit un restaurant qui est connu pour son afflux et sa popularité, parce que soit même d'ailleurs, pourquoi un grand restaurant? Non, quelqu'un qui fait ce métier avec passion et ou dans les lieux que j'aime fréquenter, voilà. Restaurateur ou chef étoilé? Parce qu'on a beaucoup de demandes sur les chefs étoilés, hein. Non, mais même du restaurateur, parce que le chef étoilé est une catégorie de restaurateur, mais ce métier qui est fabuleux, qui est fabuleux, parce que là aussi, on est dans offrir du rêve, offrir une parenthèse enchantée. Non, restaurateur, Ok, restaurateur. très bien. Voilà. Eh ben, merci beaucoup, Olivier. Bah, merci à toi, Marine. Voilà les amis, merci à toi Olivier pour cet échange, ta confiance et ton soutien depuis plusieurs années. Vous pouvez retrouver Olivier sur LinkedIn. Et je leur dis encore une fois, si l'épisode vous a plu, abonnez-vous, mettez des étoiles, likez, commentez, parlez-en autour de vous. On est totalement autofinancé, on prend beaucoup de plaisir à produire ce contenu. Alors faites-nous savoir que ça vous plaît et que ça vous aide. Je vous souhaite une très 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 bonne journée et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye!